Merci d'être là, parce que c'est vrai que la salle elle est tout en haut, c'est pas la plus facile à trouver, mais ça me fait plaisir de vous voir si nombreux. Donc pour parler d'intégration continue, hyper succinctement, je vais d'abord vous expliquer un petit peu qui je suis, pourquoi je viens de vous parler de ça aujourd'hui, vous raconter un petit peu ce que c'est ma vie à soumettre des applications mobiles, à la fois iOS et Android, et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, mon équipe et moi, pour améliorer tout ça, parce que ça nous a vraiment changé la vie et j'ai envie de le partager avec vous. Et vous parler un petit peu de ce qu'on aimerait améliorer, ce qu'on aimerait faire en plus, et vous partager, je pense que c'est intéressant si vous voulez mettre en place chez vous notre retour d'expérience, ce que ça a changé chez nous, les difficultés qu'on a pu rencontrer. Voilà, pour vous donner, j'espère, l'envie de le faire aussi. Alors, très succinctement, on n'y coupera pas, mais je vais vous raconter un petit peu qui je suis Claire Dupetrel, je suis ingénieure de formation, mais j'ai une spécialisation en théorie de la conception. Voilà, c'est un mot qui fait bullshit, donc c'est le dernier que je vais essayer d'employer. Mais voilà, mon métier, il est vraiment d'être product manager. Je suis à la croisée du technique et du design. J'ai travaillé sur des très très beaux projets ces dernières années, notamment avec la Fondation Louis Vuitton, avec Engie, avec le groupe Canal+, sur des applications métiers avec le groupe Keolis, avec les grands moulins de Paris, que vous ne connaissez pas, mais qui livrent la farine dans toutes les boulangeries de France. Voilà, donc beaucoup de projets très différents, avec parfois des deadlines de soumission qui sont assez short. Et où est-ce que je fais ça? Je fais ça en fait chez Faber Novel Technologies. Donc en fait, Faber Novel Technologies, je suis fière de vous le présenter parce qu'on a tout juste un mois, parce que on vient de changer de nom. Faber Novel Technologies, c'est issu du rapprochement entre Appidium, donc une agence de conception et de développement d'applications mobiles, et Singularity, qui travaille plutôt sur les SI, enfin sur les SI Legacy. Voilà, donc aujourd'hui on a joint nos forces, ça fait tout juste un mois pour proposer une offre bien plus intégrée qui fait à la fois des API, des back-ends, de la restructuration et de l'architecture de SI, du machine learning et des bots conversationnels. Voilà. Et cette bien belle équipe, elle fait partie du groupe Faber Novel, qui est un groupe qui va de la formation numérique jusqu'au SEO, en passant par du conseil en innovation, du développement de site web, de la formation à l'agile. Voilà. Plein de très jolies choses. On a un petit bureau à Lyon depuis 2 ans, donc on est aussi des petits nouveaux dans l'écosystème. Donc ça me fait aussi très plaisir d'être là aujourd'hui pour ça. Alors, d'abord, parce que je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce que c'est automatiser la publication d'une application mobile. Qui ici a déjà publié une application mobile, iOS ou Android? Ah, pas mal. Donc vous, je pense que vous connaissez la galère. Mais en gros, la théorie, quand on publie une application mobile, c'est ça. Je compile le code, je le signe, je le mets sur le store, et puis c'est fini. Alors compiler le code, hyper rapidement, c'est parce que les applications mobiles, c'est du code compilé. C'est toute la différence d'un site web. Pour le faire très succinctement, je pense que ça va parler à ceux dont c'est le métier. Un site web, c'est du code interprété. C'est-à-dire que le code, il est sur le serveur, il envoie au navigateur, et c'est le navigateur qui le met en forme et qui fait ce qu'il doit en faire. Si je prends une métaphore, c'est un petit peu un interprète. Quelqu'un va vous parler en norvégien et l'interprète va vous traduire tout ce qu'il dit à la volée. À l'inverse, une application, c'est du code compilé, donc c'est un traducteur qui s'est penché, qui a pris tout le livre en norvégien, qui a tout traduit et qui vous a donné le livre terminé. Donc ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. L'immense inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus long. Après, ce code, il faut le signer. Alors là, j'ai pris l'exemple d'iOS parce que c'est vraiment les plus pénibles là-dessus. Je pense que j'aurais pu faire un talk sur la signature des applications iOS parce que c'est vraiment une tannée. Mais bon, Apple fait pas ça pour rien, hein. C'est quand même des questions de sécurité pour être sûr que vous publiez une application en votre nom et qu'elle est certifiée, enfin que vous n'êtes pas fait voler votre compte et que quelqu'un malveillant n'a pas signé une application en votre nom. Et après, vous l'uploadez sur le store. Pour ceux qui connaissent, iOS vérifie toutes les applications. Il y a 3 ans, ça prenait quasiment 2 semaines pour faire vérifier votre application. Si la vérification ne passait pas, vous étiez mal, parce que vous en repreniez pour 2 semaines d'une autre vérification. Aujourd'hui, c'est passé à 48 heures. N'empêche que uploader l'application sur le store, ça reste toujours très compliqué.
Apple est sympa, ils nous ont offert ces outils-là que vous reconnaissez peut-être, donc Xcode, qui permet à la fois de compiler le code et de le signer, et Application Loader, qui permet de uploader l'application sur les stores. Ou iTunes Connect, c'est le même bébé. Je ne vais pas dire que du mal d'Apple. Apple a fait vraiment des gros progrès sur la signature, parce qu'aujourd'hui, Xcode vous permet de signer normalement, sans friction, sans problème de vos applications. Ça marche si c'est votre team personnel. Vous avez créé un compte développeur, vous avez créé une team développeur à vous, vous êtes administrateur, vous faites ce que vous voulez sur votre team. Là, ça marche, mais vraiment comme sur zéro. Ça, c'est super. Apple vous fait tout, il vous cache un petit peu la complexité. Le problème, c'est quand vous commencez à être deux, en tout cas à être plusieurs, et à ne pas faire la même chose. Parce que moi je travaille dans une agence, le client ne me donne pas les droits administrateurs comme ça, et il a bien raison de le faire. Donc je me retrouve à être sur plusieurs comptes développeurs, avec des droits qui ne sont pas toujours les mêmes, et Xcode a un peu de mal à gérer cette complexité-là, et a du mal à signer toutes les activités. Et encore, si ce n'était que cela. Parce qu'en fait, publier une application, ce n'est pas 3 étapes. Il va falloir d'abord que vous alliez récupérer la dernière version du code, surtout si vous avez 3 ou 4 développeurs qui travaillent dessus. Il va falloir préparer un petit peu votre workspace, le piner, ajouter tous les modules nécessaires. Une fois que l'application est signée, il va falloir la packager, l'archiver en un point IPA, qui est vraiment le fichier que vous avez sur le store, et il va falloir la re-signer exactement de la même manière, mais il faut la re-signer quand même. Vous mettez à jour les métadonnées sur le store, vous soumettez à vérification, et là, enfin, vous espérez que ça va bien se passer. J'ai oublié 2 étapes. En fait, si vous avez aussi une application avec, par exemple, plusieurs langues, du wording, vous allez d'abord essayer de mettre à jour votre wording avant de compiler l'application. Vous allez mettre à jour le numéro de version. Vous allez refaire tout ce que je vous ai dit, compiler, signer, etc. Vous allez mettre votre appli en backup sur un serveur. Ça, c'est hyper important. Si vous mettez une application en production, vous avez peut-être envie d'avoir la version qui est partie sur le store chez vous, pour être sûr que c'est vraiment cette version-là qui est partie et pouvoir ausculter tous les problèmes. Vous allez uploader ce qu'on appelle des fichiers de symbolisation. Hyper rapidement, parce que c'est un sujet en soi. Les fichiers de symbolisation, c'est que Apple prend votre code, qui est très simple à lire, avec des noms de fonctions extrêmement explicites, et fait une tambouille de ça, en mettant des noms complètement insupportables à lire à vos fonctions. Et vous avez besoin du fichier de symbolisation qui va dire ce nom horrible de fonction, en fait ça correspond à la fonction que toi tu avais appelée comme ça. Ça c'est très utile parce que quand vous allez récupérer des crash logs, votre utilisateur vous a dit qu'il avait un crash, vous allez ausculter ce que c'est comme problème. Si vous apprenez que ça a crashé dans la fonction x94 z4f, parfois ça ne vous sert à rien, donc il vous faut absolument ce fichier de symbolisation. Et enfin, vous allez mettre sur le store, vous allez vouloir faire une vérification en bêta, et enfin, vous espérez que ça s'est bien passé. Pour vous donner la réalité des choses, vous intercalez 2 ou 3 occurrences de me mettre sur mon bureau et avoir envie de pleurer. Parce que vraiment, c'est très très long et c'est très très pénible. Je l'ai fait il y a plusieurs années quand on n'avait pas la fibre sur mon réseau 4G à 21h un vendredi. Voilà, c'est vraiment l'enfer. Donc voilà, c'est vraiment le genre de choses que je ne vous souhaite pas. Je vous parle rapidement d'Android. Moi je suis fan d'Android, je suis démasquée, mais Android c'est quand même un tout petit peu plus simple parce qu'il y a quelques étapes en moins et pour le coup l'IDE Android Studio est quand même un petit peu mieux fait et nous cache un petit peu toutes ces péripéties que nous fait vivre Apple. Et en fait, il y a pas mal de problèmes dans toutes ces étapes-là. Je vous les ai décrites, c'est très très long. Mais vraiment c'est très très long. Déjà d'une part parce qu'il y a énormément d'étapes et aussi parce que les étapes prennent parfois un temps insupportable. On a une application, on travaille avec le groupe Canal+ sur l'application MyCanal. MyCanal c'est une très grosse application, ça met entre 30 et 40 minutes à compiler. Voilà, donc quand ça compile, généralement vous lancez la compilation, vous allez faire un cadeau, vous allez faire autre chose. Mais déjà ça peut bloquer votre ordinateur si vous n'avez pas une machine de guerre. Et puis si ça a raté, vous allez devoir le refaire. Et vraiment, parfois les mises en production, dans le pire des cas, ça peut vous prendre la journée.
parce qu'une étape a raté, et si c'est la dernière, il faut recommencer tout depuis le début. Alors là, vous allez me dire, oui, vraiment, c'est des étapes très longues, c'est des étapes très pénibles, normalement tu as recruté des stagiaires pour ça, donc délègue au stagiaire, tranquillement, et puis il va s'en occuper. Bon, déjà, j'espère qu'il n'y a pas de RH dans la salle qui a entendu ce que j'ai dit, mais en plus, c'est vraiment pas une bonne stratégie, parce que, pour le dire bêtement, le stagiaire ne fournit pas de log. Donc en fait, le stagiaire va venir vous voir, enfin que le stagiaire, hein, mais on va venir vous voir en vous disant, bah ça n'a pas marché, ça a bugué, tout crache au démarrage, c'est l'enfer, d'accord? Est-ce que tu as tout bien fait? Oui, oui, j'ai tout bien fait. Parce que ça, vous n'avez absolument pas la preuve qu'il a tout bien fait, vous ne savez pas ce qu'il a fait, vous ne savez pas où il a cliqué, dans quel ordre, quelle option il a mise. Donc, vous êtes contraint de tout refaire depuis le début, et puis, à la limite, de ne même pas savoir quel était le problème, en fait. Donc, vous ne pouvez même pas lui expliquer ce qu'il aurait dû faire autrement. Et puis, aussi, à la différence, si on veut, enfin moi je connais pas bien le site web, mais aussi dans les applications, c'est que on a cette notion de signature qui fait qu'on est obligé de signer parfois différents types d'applications. Les applications pour le développeur, les applications qu'on va envoyer au client pour qu'il la teste, l'application qui va aller sur le store, c'est jamais vraiment la même parce qu'elle est compilée et signée avec des choses différentes. Donc ces options-là, elles peuvent tout changer et si vous vous trompez dans l'option, c'est sûr que vous allez rater. Alors, à force de faire ça, en fait, la conviction qui nous est apparue, je dis nous, c'est mon équipe et moi, mais qui nous est apparue, c'est que c'était un travail qui était vraiment un travail de robot. Parce que c'est un travail qui doit être extrêmement méticuleux. On doit savoir ce qui a été fait, on doit ne jamais se tromper dans l'option, on doit faire toujours la même chose. Et c'est vraiment un travail dans lequel l'humain est nul, mais alors complètement nul. Et en plus, c'est un métier qui est vraiment mais très pénible. Moi, je n'embauche pas des ingénieurs pour les faire galérer à compiler des applications 3 fois. Je préfère qu'ils fassent des trucs beaucoup plus intéressants. Donc on s'est dit, il y en a marre que ces trucs-là se soient faits par des humains, il faut le faire faire par un robot. Et c'est là qu'arrive Fastlane. Donc Fastlane, ça a changé ma vie, vraiment, je le dis, c'est quelque chose d'incroyable. Fastlane, c'est un ensemble d'outils, en fait, c'est en Ruby. Il y a des gens qui font du Ruby ici. Non, mais pas sur Ruby, c'est hyper bien. Vraiment, juste pour Fastlane, mettez-vous à Ruby. En plus, pour faire du Fastlane, vous n'avez pas besoin d'être un champion du Ruby. Enfin, vraiment, et puis vous pouvez utiliser déjà ce qu'il propose. C'est un projet en fait qui a été fait par un Allemand qui s'appelle Félix, qui est très très actif encore dans la communauté. C'est un projet open source. Donc tout ce que je vous dis est gratuit. Donc n'hésitez pas, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de loup dans mon histoire. Et en fait, c'est un ensemble d'actions, donc à la fois des actions publiques que des développeurs ont mis à disposition et que vous pouvez tous utiliser, et aussi des actions que vous pouvez créer, vos actions privées. C'est un outil qui a aussi l'immense avantage d'être intégré avec plein d'autres outils du secteur. Donc, je vais vous citer OKApp, qui est une plateforme qui permet à la fois de récolter des crash logs et de soumettre les applications en bêta test. C'était très utile quand Apple ne le faisait pas, mais voilà, c'est une plateforme extrêmement pratique. Voilà, c'est interfacé avec TestFlight, avec iTunes Connect, avec le Play Store, enfin avec tout ce que vous avez rencontré dans votre vie de développeur d'applications mobiles. Et Fastlane, en fait, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, je balance de la commande Ruby, là, j'espère que, la ligne de commande, j'espère que vous ne prenez pas peur, restez vraiment. Fastlane, c'est un projet qui est vraiment bien parce qu'il est simple dans son utilisation. Et c'est ça qui est incroyable en fait. Donc la première chose à faire pour rentrer dans ce monde merveilleux de l'intégration continue sur mobile, c'est d'installer Fastlane. Une petite ligne de commande, selon que vous utilisiez Homebrew ou RubyGem. Vous pouvez aussi l'installer avec un fichier zip. Je ne suis pas là pour vous juger. Mais vraiment, c'est hyper rapide. Et la première commande que vous allez lancer, c'est Fastlane init. Alors qu'est-ce que ça va nous faire ça Fastlane en fait va vous créer un petit dossier qui s'appelle Fastlane avec 2 fichiers. Le fichier le plus intéressant, c'est celui-ci. Donc ça c'est vraiment le fastfile, c'est celui que je vous mets à droite. Il vous met quelques exemples par charité pour vous expliquer un petit peu ce que vous allez pouvoir faire. Donc regardons ce que fait ce fastfile.
En fait, Fastlane, je vais vous expliquer le nom parce que c'est pas forcément simple comme métaphore, c'est une métaphore qui, moi-même, aujourd'hui, me paraît encore un peu confuse. Fastlane, c'est l'idée que vous avez plusieurs voies, plusieurs routes. Et en fait, vous êtes sur une autoroute, une lane, et vous allez pouvoir prendre une route, en fait, sur le côté, prendre la bretelle de sortie, vivre votre vie sur la route et reprendre la bretelle pour rentrer sur votre route principale. L'idée, c'est que dans la publication de votre application, vous n'allez pas toujours faire la même chose. Selon que vous l'appuyez sur le store, selon que c'est iOS, selon que c'est Android, selon que ci, que ça, vous allez parfois prendre des voies différentes, mais à chaque fois revenir sur la lane principale. Donc tout, dans Fastlane, s'appelle des lanes, et vous pouvez décrire toutes les lanes que vous souhaitez. Avec à chaque fois une lane, peut avoir des sous-lanes, etc. Là, celle que je vous donne en exemple, c'est une lane qui s'appelle bêta. Par exemple, si vous voulez publier votre application et la mettre en bêta sur Tesla. Donc vous allez par exemple lancer une lane qui s'appelle la Recolor Icon ici, qui va vous permettre simplement de mettre une petite couleur sur l'icône si vous voulez vous y trouver, qui va lancer un script custom, et puis qui va lancer la commande Jim. Donc Jim, c'est vraiment la plus intéressante, c'est celle qui compile l'application. Et puis, vous lancez la lane Slack. La lane Slack, vous faites ce que vous voulez dedans, mais éventuellement, vous pouvez imaginer qu'une fois que votre build il est terminé, ça vous met un petit message sur Slack disant il est disponible ici, voilà le nom. Et en fait, une fois que vous avez défini toutes ces lanes-là dans le Fastfile, vous n'avez plus qu'une seule ligne de commande à lancer, qui est, par exemple, Fastlane Beta. Et ça, vraiment, c'est génial, parce que là, je suis dans le dossier de mon projet iOS, j'écris juste ces deux mots, Fastlane Beta, entrée, et là, Fastlane va faire toute la compilation et tout le code de l'application sur la suite web. Vous avez des choses qui peuvent aussi être utiles, en fait, pour des gens qui ne sont pas que développeurs, parce que, en fait, une application, c'est pas mal d'expertises très différentes aussi. Faut pas oublier... et je suis bien incapable sur ce métier-là, les gens qui rédigent les fiches pour l'App Store, qui est quelque chose de pas facile. Et en fait, tout ce qui est mettre les bons screenshots, mettre les bons mots-clés, les descriptions, vous pouvez aussi le faire avec Fastlane, avec la commande Deliver. Voilà. L'immense avantage de ça, c'est que vous pouvez versionner en fait vos métadatas, parce qu'aujourd'hui les métadatas elles sont sur la plateforme Apple, mais vous ne savez pas forcément ce qui a changé. Et si vous avez, je pense que c'est le cas de pas mal de gens aujourd'hui, envie d'avoir vraiment une source unique de vérité sur vos projets, ça peut être votre repo Git. Et vraiment sur votre repo, vous pouvez aussi avoir les métadatas de l'App Store, ça c'est possible. Voilà, vous pouvez avoir aussi, hyper important, Fastlane Action Slack, ça va vous donner en fait la documentation sur l'action Slack. Voilà. Et puis enfin, je vous disais qu'il y avait plein d'options quand on compilait une application mobile, les voici. Donc là, la dernière, Fastlane Store, environnement distrib, target name et deploy true, c'est une commande qui va dire tu vas me faire un déploiement sur le store dans l'environnement de distribution pour la target, pour l'application qui s'appelle target name, et tu la déploies pour de vrai, vraiment. Donc, parce que je pourrais aussi lancer en mettant deploy false juste pour voir si ça compile. Rapidement, là je vous liste, le but c'est pas de passer du temps sur chacune, mais les actions les plus intéressantes de Fastlane, et pourquoi en fait c'est les premières qui ont été faites en fait. Jim, je l'ai cité tout à l'heure, c'est l'application qui vraiment compile l'application. J'avais envie aussi de parler de Fastlane au Blend Web Mix parce que c'est aussi un outil qui est hyper fun. Enfin, vraiment, ça fait plaisir d'avoir des logs comme Fastlane parce qu'il y a des emojis dans tous les logs, il y a énormément de couleurs et ils ont mis des métaphores en fait sur toutes les actions. Donc Jim, moi je me figure ça vraiment comme votre projet, il va commencer à faire des petits squats comme ça et il va travailler, il va compiler l'application. Match, alors Match, vraiment, c'est... je ne pouvais pas rêver un truc aussi incroyable. Je vous parlais de la signature tout à l'heure, mais alors vraiment... Très très rapidement, la source de vérité du certificat Apple, il est chez Apple, dans la console développeur.
Et normalement, la technique à la main, c'est, moi je vais aller télécharger mon certificat, mon mobile provision, je vais les installer sur ma machine, je vais compiler mon application, et mon pote à côté, il va faire exactement la même chose. Sauf que si notre troisième pote, il va sur l'interface, il envahit les certificats, on est tous, dans les difficultés, je dirais. Enfin, voilà, parce que ça ne va plus du tout marcher, on va devoir tout retélécharger, on ne sait jamais où est la dernière version du certificat. Alors vous allez me dire, c'est quand même un petit peu problématique, parce que les certificats, c'est ça qui authentifie que je suis quand même le développeur légitime à publier une application, et c'est le truc qui est le plus perdu. C'est le truc qu'on s'envoie par mail, en pièce jointe, avec le mot de passe dans le corps du mail. Vraiment super. Match, ce que ça fait, c'est que ça a pris le parti d'utiliser Git et toute la force du version control. Et en fait, vous n'avez plus à vous soucier de quelle est la dernière version du certificat, puisque Match le fait pour vous. Donc vous dites à Match, moi je veux juste que tu me signes l'application avec la dernière version. Il va aller voir sur le repo quelle est la dernière version. Il va faire ses petites affaires pour signer votre application. Et si besoin, il vous renouvelle le certificat, il vous renouvelle le mobile provision et il les remet au bon endroit. Donc là, c'est vraiment l'idée que la source de vérité, elle est partagée par tous les gens qui travaillent sur le projet et surtout, votre repo, il peut être encrypté. Un repo encrypté, c'est une sécurité de plus et ça évite d'avoir des certificats avec le mot de passe écrit à côté sur les 10 ordinateurs de toute la team. Alors ça c'est pour signer l'application, vous ne l'utiliserez pas en soi parce que c'est souvent une sous-tâche qui est déléguée. PEM, alors ça c'est pour générer des certificats de push, parce que Apple n'en fait jamais assez pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais le certificat de push c'est un truc que vous devez mettre sur votre serveur de push, c'est l'enfer à générer et c'est l'enfer à régénérer. Snapshot, alors celle-là elle est vraiment cool, surtout pour des gens qui ne galèrent pas sur les certificats parce qu'elle est très visuelle. Snapshot c'est une action qui vous permet de faire des screenshots automatiques. J'en parle un petit peu après, vous allez voir, c'est génial. Et Frameit qui va avec. Deliver, j'en parlais. Deliver, ça vous permet d'uploader les métadonnées sur l'App Store et ça vous permet aussi de les download si vous avez besoin pour une raison X ou Y. Produce, ça vous permet de créer des nouvelles applications sur iTunes Connect. Donc ça vous paraît pas forcément hyper utile parce que j'imagine que ceux qui opèrent des applications, vous en avez une, deux, 5 peut-être. Mais en fait, ça arrive aussi qu'on ait énormément d'applications, surtout si vous faites des applications déclinées, par exemple pour différentes villes, par exemple pour différents pays, pour différents clients. Donc nous, on avait eu par exemple le cas avec Keolis, je ne sais pas si vous les connaissez, mais Keolis, ils opèrent des réseaux de transport partout en France, dont à Lyon. Je ne fais pas la pub TCL, c'est pas moi, désolé. Et en fait, si vous, par exemple, vous décidez que vous allez faire la même application pour 50 villes en France, mais l'application à chaque fois elle est un petit peu différente, elle a le logo de la ville, elle a le nom de la ville, elle a la couleur de la ville, et que vous voulez créer les fiches App Store pour ces 50 villes, vous pouvez décider de vous prendre une petite semaine pour le faire, ou vous pouvez utiliser Fastlane et scripter tout ça. Et enfin, Scan. Alors, Scan, la plus hard, c'est celle qui lance les tests en fait. Si vous avez des tests unitaires ou des SUI sur votre appli, vous pouvez les faire lancer dans Fastlane. Bon, tout ça c'est bien, elle est mignonne à me faire sa liste d'actions, mais à quoi ça sert? Alors concrètement, qu'est-ce que ça a changé Fastlane dans ma vie? Ça a changé ça. Moi j'ai arrêté d'ouvrir Xcode. En fait, pour compiler mon application et pour la mettre sur les stores, j'ai plus besoin d'ouvrir Xcode et de faire trembler mon MacBook. Je peux utiliser différentes lanes. Je vous présente en fait celles que nous on utilise. Donc c'est vraiment des besoins qui sont hyper spécifiques à une agence. J'imagine que si c'est votre petit bébé, votre application, vous n'avez pas tous ces problèmes. Mais on a voulu créer différentes lanes. Donc, la première, c'est la lane store, je vous l'ai dit, c'est celle qui vous permet de mettre votre application sur le store. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prépare, je signe, je build, je tag.
hyper important pour votre repo, savoir exactement quelle version est partie sur le store. Je la balance sur le store et je fais un petit backup sur Amazon, juste pour être sûr, pour pas avoir de sueur froide quand il y aura un crash impossible à réparer. Je peux aussi avoir une lane bêta. Alors bêta, c'est un petit peu la même chose, à la différence près qu'en fait, je ne vais pas la balancer sur le store, je vais la balancer sur TestFlight. Et TestFlight, pour ceux qui ne connaissent pas, TestFlight, c'est un outil qui permet en fait de voir une application iOS exactement comme si elle était sur l'e-store, mais elle n'est pas encore sur l'e-store, donc vous avez encore un filet de sécurité s'il y a quelque chose qui ne va pas. In-house, alors ça c'est une lane qui est en fait, si vous bidez une application pour le store, vous pouvez toujours essayer de la balancer par mail à votre pote, il ne pourra pas l'ouvrir, il ne pourra rien en faire. Donc vous êtes obligé de lui refaire une autre application signée autrement, et cette lane elle sert à ça. Donc en fait, je fais exactement les mêmes photos de compilation, sauf que je signe avec les bons certifs qui vont bien, et je déploie sur WokiApp. Comme ça me sort un petit lien tout simple. C'est un lien en plus avec un QR code. Il n'a plus qu'à flasher le QR code, et puis il a son application comme s'il y était. Une lane de dev, parce que pourquoi pas, même si un dev qui va faire du développement sur l'application, il ne va pas s'embêter à passer par Fastlane, il va plutôt le lancer directement, soit sur simulateur, soit depuis son ordinateur. Mais ça peut être utile d'insérer une configuration, notamment si vous avez des problèmes de resignature, ou si... je ne rentre pas dans ce détail-là, c'est vraiment pas très très intéressant. Et enfin, la petite lane qui est tout en bas, qui est perdue, qui est décime, c'est le fameux fichier de symbolisation, vous vous souvenez. En fait, Fastlane vous permet aussi, vous vous êtes planté la version 1.0.0, vous n'avez jamais uploadé le fichier de symbolisation, c'est pas obligé. Et donc vous pouvez demander à Fastlane d'aller vous rechercher si votre repo est correctement tagué, de vous refaire le fichier de symbolisation et de vous l'uploader. Ça peut vous sauver la vie. Alors du coup, une fois qu'on... Enfin, ça c'est mes lines à moi, je vous ai dit, mais qu'est-ce que ça donne concrètement? Alors, concrètement, je veux envoyer l'application MyCanal au client pour qu'il la teste, pour voir un petit peu si ça lui plaît, si ça marche. Je balance Fastlane, in-house, prod, MyCanal. Voilà. Une ligne de commande. Moi, ça m'a pris vraiment 15 secondes à écrire. Fastlane fait tout le boulot, et là, c'est déjà sur le cap, je n'ai plus qu'à envoyer le lien. Si je veux builder toutes les targets, alors les targets c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, si vous avez une application qui est déclinée sur plusieurs pays, sur plusieurs villes, etc., vous pouvez avoir plusieurs targets, vous n'avez pas envie de les lancer à la main une par une, vous pouvez dire build-moi tout. Vous pouvez aussi décider de compiler tous les environnements, parce que vous avez des environnements de dev, de pré-production, de staging, d'intégration, de production. Pour tester tous ces environnements sur votre backend, vous pouvez aussi demander à builder tous vos environnements. Vraiment, s'il y a des trucs pas clairs, dites-moi. N'hésitez pas à lever la main, je sais que j'en révèle énormément, donc vraiment, allez-y. Et enfin, je vous l'ai dit, la commande store, maintenant vous commencez à la connaître, ça fait 2-3 fois qu'on la voit. En fait, bon, j'arrête d'ouvrir Xcode, mais comme je suis vraiment pas très courageuse, j'arrête de faire des captures d'écran aussi. Voilà, parce que les captures d'écran, ça me saoule. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il y a des captures d'écran, c'est quand même pas extraordinaire comme métier. Petite anecdote, moi j'ai un client qui, en fait, il vous demande de développer une application mobile. Donc vous développez une application mobile et pour vérifier que vous avez fait un travail qui est conforme à ce que vous aviez demandé, qu'est-ce que vous faites? Vous, naïvement, vous lui envoyez l'application mobile. C'est pas bête. Sauf que lui, en fait, il n'a pas de téléphone et il n'a pas le droit, contractuellement, de vous valider une application. Voilà. Il y a certains types de fichiers qu'il a le droit de vous valider, mais le point hyper n'en fait pas partie. Par contre, il était OK pour me valider un PDF avec l'intégralité des écrans de l'application. Voilà. Donc, à ce moment-là, je me dis, je pourrais me faire un thé avec un petit gâteau et puis faire toutes les captures d'écran, sauf qu'il va me demander de le faire une deuxième fois pour la version d'après, et moi, il n'y a pas moyen que je refasse un travail aussi idiot. Donc, vous pouvez scripter les captures d'écran de votre application. Alors là, c'est quand même un boulot un tout petit peu plus péchu, je dirais. Alors, vous verrez d'un développeur, mais
Même si vous n'êtes pas développeur, franchement, ça se fait. Pour pas avoir à faire des captures d'écran, moi je me suis donné du mal et ça le fait. Donc vous avez 2-3 lignes à écrire dans Xcode, mais une fois que c'est fait, vous allez pouvoir utiliser un snap file. Le snap file, sans mentir, c'est ça. C'est vraiment 4 lignes, enfin 6 là, oui. C'est vraiment que quelques lignes dans lesquelles vous allez lui dire moi je voudrais que tu me fasses des captures d'écran sur ces 4 devices-là. Donc l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, le 5, et dans toutes les langues que je te cite là. Donc le français et l'anglais. Donc ça c'est encore mieux si vous avez 8 langues, ça veut dire 8 fois plus de captures d'écran, mais vous pouvez le scripter. Une fois que vous avez dit vous avez écrit dans votre snap file ce que vous vouliez faire, vous lancez cette petite commande, Fastlane Snapshot, et bim. Vraiment, ça c'est génial, ça va vous lancer tous les simulateurs qu'il faut, ça va vous faire toutes les captures d'écran dans toutes les langues que vous voulez, sur tous les types de devices que vous voulez. Et alors après, là c'est vraiment, c'est la tête. Vous balancez cette petite commande, Fastlane Frame It, et ça vous donne ça. Voilà. Là, pour faire l'image que je vous mets à gauche, je n'ai pas ouvert Photoshop et je n'ai pas ouvert Xcode, ni même un simulateur. Je n'ai pas touché un seul téléphone. Bon, alors j'ai fait des trucs avant, hein. Je vous ai dit, je fais des snapshots et tout, mais ça c'est une application de paris de foot qu'on avait faite pour l'Euro. Tous les screenshots sont faits automatiquement, ils sont mis dans ce device-là avec le fond et le texte en haut. Ça vous permet en fait déjà de versionner et aussi d'automatiser les screenshots que vous allez faire pour le store. En plus de ça, et vraiment, si vous l'avez fait, je vous en prie, ne le faites plus, mais sur le store, je vois tout le temps des captures d'écran, ce que j'appelle dégueu, avec des status bars. Donc vous voyez la barre qui est en haut avec la batterie, ou parfois la batterie elle est à 3%, on sent que le téléphone il va mourir, il y a 1000 notifications dans la barre, ça fait vraiment pas très pro, c'est pas très propre. Là, ça nous fait des screenshots comme si mon téléphone il était en pleine forme, donc c'est aussi beaucoup plus joli. Et vraiment ça, si vous travaillez avec des gens qui vous font la communication autour de votre application, c'est tentant de râler sur eux parce qu'ils changent d'avis tout le temps, mais ils ont des bonnes raisons de le faire. Mais avec des commandes automatisées, à la limite vous pouvez leur dire changez d'avis et puis lancez la commande vous-même, vous verrez ce que ça donne et puis je vous laisse faire. Et puis en fait, vous allez me dire que je vous ai menti, parce que mon talk aujourd'hui s'appelle « Publier une application en un clic », sauf que là, je me tape encore d'écrire des commandes à la main avec des petites options, des petites choses. Mais en fait, on peut aussi arrêter de taper les commandes. Alors, pour arrêter de taper les commandes, il va falloir faire un tout petit peu plus que juste du Fastlane. Nous, on passe par Jenkins. Il y a d'autres moyens de le faire. Honnêtement, mais Jenkins c'est connu dans le milieu, ça marche bien. Jenkins très rapidement, c'est un gentil monsieur à moustache comme ça là, qui en fait permet de lancer ce qu'on appelle des jobs. Donc un job c'est une certaine ligne de tâches, et dans ces tâches vous pouvez avoir builder une application par exemple. Et Jenkins peut aussi en fait se déclencher à certains moments. Vous pouvez dire déclenche-toi tous les jours à 18h, déclenche-toi dès qu'un dev a poussé un nouveau commit sur le repo. Nous, on utilise aussi Gerrit. Il y a des gens qui utilisent Gerrit ? Pas du tout. Gerrit, c'est un outil en fait de code review. L'idée, c'est que quand un développeur fait un commit, il ne le pousse pas directement sur la base de code commune, mais ça passe d'abord par un intermédiaire qui est Gerrit. Un autre développeur va regarder ce qui a été fait, va faire des commentaires en fait sur le code, soit dire c'est une super implémentation. Franchement, c'est top. Soit dire ça, je l'aurais pas fait comme ça, ou ça, tu ne devrais pas le faire comme ça parce que telle ou telle raison. Et ça permet aux développeurs de reprendre en fait ces modifications. C'est vraiment génial, ça vous assure un code de qualité mais incroyable. Et nous, en fait, Jenkins, à chaque fois qu'un développeur pousse une modification, ça lance un build pour vérifier si l'application compile. Donc en fait, déjà, si votre modification fait que l'application ne compile pas, vous prenez ce qu'on appelle un -1, donc un malus, et a priori, déjà, votre commit, vous devriez aller le revoir. Voilà. Donc ça, c'est très très puissant parce que ça permet d'éviter énormément d'erreurs.
Donc maintenant que je vous ai dit ça, Jenkins, il est capable de lancer des tâches automatiquement quand on veut, et il peut lancer une tâche Fastlane. L'immense avantage aussi, c'est que Jenkins, il garde tous les logs. Je vous ai dit que les logs de Fastlane étaient extrêmement verbeux, mais extrêmement colorés, et vraiment, c'est des logs qui sont très très utiles. Donc, vous pouvez aussi avoir l'intégralité de tous les builds qui ont été faits en fin de journée, ceux qui ont raté, et vous pouvez aller voir les logs de ceux qui ont raté. C'est extrêmement instructif pour corriger les petits soucis. Donc, du coup, ça ressemble à ça. Bon alors Jenkins il est top mais il est vraiment très très moche. Voilà, soyez pas choqués. Ça c'est en fait notre console pour builder l'application MyCanal. On a quelques petites options à dérouler, à choisir, l'environnement, la target, ces petites choses là. Et puis on appuie sur un bouton et tout se lance automatiquement. Donc en fait, ça vous pouvez le donner à quelqu'un qui ne maîtrise pas la ligne de commande et il est capable de vous builder une application comme il veut en cliquant simplement sur quelques boutons. Bon, je vous ai pas dit, mais on était des geeks, donc on a mis vraiment des noms horriblissimes, mais vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Et puis en fait, après, j'arrête tout. J'arrête d'aller sur cette interface moche de Jenkins, j'arrête de paramétrer mes builds, je passe à ça. Vous connaissez ce bouton, c'est les dash buttons d'Amazon. C'est des petits boutons en fait qui sont appuyés sur Amazon, enfin sur AWS et qui vous permettent en fait de scripter encore. Ça parle beaucoup de script, hein, cette affaire, mais ça vous permet de lancer des commandes juste en appuyant sur le bouton. Et en fait, on a branché ce bouton-là à l'API de Jenkins. Et aujourd'hui, ce bouton-là, il permet de mettre en prod l'application MyCanal. Voilà, si vous appuyez une fois, ça fait une application de test. Si vous appuyez 2 fois, ça fait une application sur TestFlight. En appuyant, ça balance sur le store. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le rêve de tout client. Moi, je rêve qu'on puisse donner des petits boutons comme ça à tous les gens avec qui on travaille. Parce que quand ils nous disent « Ouais, mais l'appli, pourquoi je peux pas l'avoir tout de suite ?» Eh ben, appuie sur le bouton et c'est parti. Bon après, à utiliser avec parcimonie, parce que comme disait un grand philosophe qui est Spider-Man, des grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Donc le petit bouton, faut pas non plus le laisser traîner n'importe où. Pensez à mettre des sécurités quand même. Voilà. Après, ce qui est aussi possible, c'est vous pouvez faire un bouton comme ça qui balance sur le store, mais avec la configuration que ça ne rend pas l'application disponible tout de suite pour le public. Et il y a quand même quelqu'un qui doit aller valider la rendre disponible. Mais vraiment, c'est possible de faire ça et c'est vraiment cool. Alors, aller plus haut, croire encore en l'avenir, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut faire après ce dash button, après ce petit bouton qui fait rêver? On peut faire des choses un peu plus trapues qui sont les tests d'UI, parce que on a des designers qui font vraiment un travail incroyable et qui sont confrontés à des tas de tailles de devices et puis à parfois à des wordings beaucoup trop longs, à des trucs qui ne vont pas. Et vous avez des maquettes, des applications qui sont cassées, qui sont moches, et c'est très très pénible. Enfin, en tout cas, il faut un œil assez entraîné pour faire la différence en fait entre la maquette et l'application, la vraie, et dire quel est le problème. Là, il y a un décalage d'un pixel, ça c'est pas centré. Ça, à l'œil nu, vous pouvez essayer de le faire, mais vraiment vous allez en laisser passer. Vous pouvez aussi faire des tests d'UI. Parce que les captures d'écran automatiques dont je parlais tout à l'heure, c'est bien pour balancer sur le store, mais vous pouvez aussi faire des comparatifs en fait avec vos maquettes pour vous dire est-ce que la capture d'écran elle est vraiment identique à la maquette. Vous pouvez faire des tests unitaires, des tests end-to-end qui sont des tests. Enfin, les tests unitaires c'est un petit peu plus facile à écrire. Vous pouvez aussi les faire lancer. Nous on essaye d'en mettre un maximum. Et les tests end-to-end, alors là, c'est vraiment le rêve de tout chef de projet. C'est l'idée que vous appuyez sur un petit bouton et votre appli, elle va essayer de faire des tas de choses. Elle va essayer, par exemple, de se créer un compte, de se connecter, de télécharger une vidéo. Mais vous ne l'avez pas fait vous-même. Vous avez laissé un simulateur le faire sur 3 versions d'OS différents, sur 5 devices différents. Et ça, vous pouvez le scripter. On n'a pas encore fait. J'aimerais vous dire que dans un an, je viendrai vous expliquer ça. C'est pas facile, mais il y a pas mal de possibilités aussi qui sont offertes par
par Fastlane pour faire ça. Un autre boulot, et ça c'est un boulot je pense qui est un petit peu négligé, c'est que Fastlane c'est vraiment un outil de dev. Si vous y mettez les mains, c'est vraiment du Ruby, faut avoir envie, ça manque d'interface graphique. Donc voilà, ça manque d'interface, ça manque de choses un petit peu user-friendly, le bouton en est une, mais on peut faire mieux. Et surtout augmenter la fréquence, faire des builds tous les jours, toutes les heures, voire même peut-être toutes les minutes, pour faire comme si une application était en fait un site web et qu'elle était en permanence à jour avec votre base de code. Super rapidement, parce que je sens que je prends du retard, notre retour d'expérience, c'est que c'est des sujets qui peuvent paraître extrêmement techniques, extrêmement dev, et c'est pas du tout péjoratif pour les devs, hein, mais c'est des projets, c'est des sujets qui doivent pouvoir aider normalement des chefs de projet, normalement des product owners, parce que la soumission elle est souvent du ressort du product owner, mais quand on dit un product owner, j'ai un super truc en Ruby, tu vois, c'est top, j'imagine la tête qu'il va vous faire. Et en fait, chez nous, l'adoption, elle a vraiment pas été drivée par ce côté technique. Ça va vous paraître étrange, mais les gens qui sont les moins capables aujourd'hui sur Fastlane, ce sont les développeurs chez nous. Simplement parce que nos développeurs iOS, ils se contrefichent de la publication sur les stores, ils laissent ça au chef de projet, donc Fastlane ça ne les intéresse pas. Un jour on leur a montré qu'on pouvait balancer des tests, là ils ont été comme des dingues et ils ont commencé à s'y mettre. Mais en fait les gens qui se sont le plus appropriés cet outil là, c'est d'abord nos chefs de projet, et j'en ai beaucoup parlé, mais c'est d'abord notre chef de projet sur MyCanal, parce qu'en fait, c'est pas du tout la plus technique d'entre nous, mais c'est celle qui avait les trucs les plus pénibles à faire. Voilà, et c'est là que vraiment c'est un retour d'expérience honnête que je vous fais. C'est l'usage qui a poussé l'adoption de la technologie. MyCanal, je vous ai dit, c'est 10 applications, parce qu'il y en a dans plusieurs pays. Il y a 10 applications à builder sur plusieurs plateformes, parce que maintenant c'est aussi sur tvOS. C'est l'enfer, ça met des heures à builder, c'était pas possible pour elle de tout faire à la main. Donc c'est aussi des outils comme ça qui changent la vie de quelqu'un, et vraiment, quand je dis changer la vie, c'est des heures et des heures de travail inutile, je dis vraiment inutile en moins. Et les chefs de projet aujourd'hui qui ont du mal à s'y mettre, c'est parfois qu'ils ont des projets trop simples, et le jour où ils sont confrontés à un truc relou et où on leur montre une bonne fois pour toutes qu'on peut automatiser, vraiment, ils refont plus jamais les builds à la main. Voilà, et en fait, quoi vous dire, c'est un beau sujet l'automatisation par Fastlane ou par d'autres sujets, et c'est aussi un sujet qui a été extrêmement intéressant pour faire comprendre la complexité des métiers de chacun. Ça, c'est vraiment un retour un peu indirect, un retour beaucoup plus RH, mais de cohésion d'équipe. Les développeurs ne comprenaient pas trop ce que faisaient les chefs de projet, comprenaient pas trop que ça mette des heures et qu'on puisse rater une mise en prod. C'est possible de rater une mise en prod, c'est très très courant. Leur montrer ça et leur faire comprendre en fait toute la complexité, ça a aussi été une porte sur mais en fait c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais réellement, et moi comment est-ce que je peux t'aider là-dedans. Donc vraiment ces sujets ils sont aussi à la croisée de différents métiers, et si vous êtes un bon développeur, regardez juste un tout petit peu à côté de vous. Il y a peut-être un collègue qui n'a aucune appétence technique, qui fait des tâches idiotes à la main pendant des heures, vous pouvez aussi l'aider, et vous allez devenir son héros, hein, mais vraiment. Ouais, je vous remercie. Je dépasse un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous. Ouais. Juste une petite question. Si aujourd'hui je veux mettre en place un Fastlane chez moi, sachant que j'ai déjà un Jenkins, combien de temps ça pourrait me prendre à peu près ? Le Jenkins, garde-le, vraiment, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Fastlane, tu peux essayer de le lancer en local, à configurer, ça va te mettre, comment je vais dire, quelques heures. Installer Fastlane, ça prend 1 heure, même pas.
Ça prend 1 heure et après, en te basant sur des actions déjà existantes, on peut faire énormément de choses. Et du coup, en quelques heures, c'est possible de builder son application comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé Fastlane aussi par rapport à Jenkins? C'est que le plugin de Jenkins, Xcode Build, il est naze. Il est hyper naze. Donc en fait, c'était aussi pour s'abstraire de ça. Donc progressivement aussi, tu peux configurer Fastlane et le laisser vivre en local sur ta machine. Enfin, vivre en local sur ta machine, ça veut rien dire, mais tu peux ne le lancer que en local. Et la transition de faire un job Jenkins qui va lancer la commande, ça peut être fait dans un temps 2 en fait. Yes. Alors, merci pour la présentation. Moi, j'aurais 2 questions. C'est est-ce qu'on peut faire fonctionner Fastlane avec React Native? Et l'autre question, c'est, mais à mon avis, la réponse c'est non. Est-ce qu'on peut faire un build Jenkins sur une machine Linux pour iOS? Ça m'étonnerait. Alors, React Native, je connais pas bien. Moi, je travaille plutôt sur du natif. C'est... En fait, Fastlane, il se base sur la ligne de commande Xcode Build qu'utilise Xcode. Je ne sais pas si en React Native, c'est la même chose. Oui, et en fait, de toute façon, on n'a pas besoin de se baser là-dessus. Fastlane, c'est un outil d'automatisation. On peut aussi s'en servir pour faire complètement autre chose que du mobile. Et on peut tout scripter. En fait, il suffit d'écrire son script, d'écrire sa ligne de commande, de faire les lignes qui vont bien. Ça demande un peu plus de customisation, mais c'est tout à fait possible de le faire. Ça, il n'y a aucun souci. Et la deuxième question, c'était faire tourner sur du Linux. Ben, si c'est pour faire de l'iOS, non. Enfin, après, la limitation, c'est que la commande Xcode Build, elle fonctionne que sur une machine iOS. Donc, nous, on utilise des slaves, enfin des serveurs iOS. Mais d'autres technos comme React Native, ça peut sans doute tourner sur du Linux. Parce... Ah, pas pour iOS? Ok, ben non. J'ai pas de solution pour ça. Oui. Non, je vais juste compléter. Donc nous, on est sur Fastlane, Jenkins, etc. En fait, un autre terme en fait, de l'ensemble de ces solutions, c'est simplement mettre en place une usine logicielle. Ça s'appelle aussi simplement comme ça. Pour répondre à ta question par rapport à React, en fait, Fastlane, c'est une couche d'abstraction par rapport à tes commandes Xcode. Donc en fait, ça va piloter ton Xcode. Donc en fait, c'est utiliser Scheme, etc. Donc en fait, peu importe comment est fait ton projet, à partir du moment où il est sur Xcode, en fait, tu vas compiler. Et donc la problématique par rapport à du Linux, c'est que vu qu'il faut Xcode, donc il faut un Mac, donc en fait, tu es obligé d'être en environnement macOS. Voilà. Et pour faire un retour par rapport au coût d'implémentation de Fastlane, en fait, Fastlane, par rapport à tous les exemples de commandes qui ont été passées, c'est effectivement très simple à mettre en place. C'est dans l'ordre des heures et quelques jours. La plus grosse problématique, en fait, c'est l'environnement logiciel au global. Donc, dès qu'on va avoir un git flow qui va être complexe, dès qu'on va avoir des S3, des Nexus, etc., qui vont traîner pour l'hébergement, en fait, tu vas venir complexifier complètement ta solution. Et donc là, il va falloir coder de plus en plus. Mais à la base, c'est un outil qui est effectivement très simple et très efficace. Moi, j'avais une question tout autre concernant Snapshot. Est-ce que à chaque build, on arrive à retrouver les mêmes références des mêmes écrans et de fait en sélectionner 5 pour la publication? Bah alors en fait, Snapshot, ça marche avec une target de test d'UI. Donc en fait, ce qu'on fait dans l'application, c'est on écrit un ensemble de tests. Je l'explique vraiment très macro. Mais pour dire, tu fais ça, 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 tu fais ça. Et on insère aux endroits qui vont bien. Et à ce moment-là, tu prends une capture d'écran. À ce moment-là, tu prends une capture d'écran. Le seul souci, c'est que faire ci, si c'est appuyer sur un bouton qui est toujours le même, qui a toujours le même nom, c'est plutôt facile. À partir du moment où l'application elle est branchée sur un web service qui renvoie des choses différentes à chaque fois, le bouton il peut potentiellement changer de nom, parce que la cellule c'est le premier retour du web service. Et donc ça c'est plus compliqué à écrire parce que le test peut ne pas trouver le bouton auquel je fais référence parce que le nom a changé. Donc, et ça c'est aussi une bonne pratique, c'est quand même quand on fait des screenshots pour le store, c'est pas mal de le faire sur des bouchons ou sur un environnement super connu sur lequel on maîtrise complètement la donnée pour éviter
pour éviter que la photo moche ou le titre un peu trop long. Si on a un environnement vraiment qui est bien propre avec la donnée parfaite, c'est plutôt mieux. Et dans ces cas-là, on peut être sûr que le screenshot il a été fait toujours au même moment. Après, sur les tests d'UI, vraiment, c'est un débat. Est-ce qu'on doit faire des tests d'UI sur des vraies données pour voir quand ça peut casser? Mais du coup, c'est un peu plus complexe à mettre en place. Ou est-ce qu'on le fait toujours sur des bouchons, mais ça nécessite d'avoir des bouchons extrêmement complets? Mais non, c'est possible de les faire toujours au même moment pour avoir la même configuration.